Salut à tous. After Effects il est inutilisable et Premiere Pro c'est pareil, c'est un peu la galère. Et donc du coup Sony Vegas il me fait des gros bugs. Donc voilà, les problèmes tout ça. On va partir sur la vidéo. J'espère quand même que ça pourra vous plaire parce qu'il y a quand même des trucs, je pense, à en tirer qui sont pas trop dégueulasses. Je vous ai mis comme d'habitude tous les passages avec les timecodes, on va dire. Voilà, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Je vous ai mis des timecodes pour que vous passiez les éléments qui vous saoulent et aller à ceux qui vous intéressent. Ou vous pouvez tout regarder, parce que c'est vous qui voyez. Et n'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo. Merci, allez, ciao. Salut à toi, donc on va faire un petit récap pour cet épisode 2. Je me suis installé, le cadre est pas super, mais voilà, on fait avec ce qu'on a. Donc j'ai ma petite anti-sèche et je vais vous parler un petit peu du déroulement de la vidéo. Ce qu'on va faire un petit peu dans toute cette vidéo, qui va se dérouler normalement sur une semaine, je pense, on verra comment ça se passe. Mais donc, en premier lieu, on va parler du format. Donc en fait le format, cette vidéo normalement fera une quarantaine de minutes, et on va garder les épisodes de base à 40 minutes, d'après les retours que j'ai eu. En fait, je ferai des épisodes qui dureront plus dans les 20 minutes. Ce sera les updates, comme vous avez pu le voir. Et on va les faire, sur du 20-30 minutes plus tôt. Donc ce sera des épisodes plus courts, où on se focalisera plus sur des points. Donc là par exemple, on pourra parler d'anatomie, de choses comme ça. Voilà. Ensuite, dans cette vidéo, précisément, on va parler un petit peu du japonais, puisque j'en ai pas parlé dans la première vidéo, donc on va faire un peu de japonais, etc. Je suis pas un pro, mais voilà, on va faire avec ce que j'ai. Ensuite, du sport, comme d'hab, je vais en faire un petit peu. Après, on va faire des petits exercices d'ancrage, je vais vous montrer un petit peu ce que je peux faire habituellement avec les plumes, etc. Donc ce sera tout du tradi, plume G, etc. avec de l'encre de Chine. Et ensuite, on va parler d'un livre que je n'ai pas sur moi, attendez. Hop, juste là. Donc on va parler de ce livre aussi, que j'ai pu lire, j'ai pu finir et j'ai pu analyser un petit peu. Donc on va parler de ça, du meilleur des mondes de Aldous Huxley, qui est très très bien. Voilà, et un petit peu actuel en ce moment, un peu visionnaire, mais on verra, on en parlera. Voilà. Ensuite, pour finir, on fera les 3 pages comme prévu. Je sais plus si j'en ai parlé, mais on va faire 3 pages ancrées qui sont déjà sur l'Instagram. Mais voilà, je vais quand même en parler. Je vous expliquerai ce que c'est, etc. Voilà, du coup, appréciez bien la vidéo, et puis à tout de suite. Alors, premier jour, nous nous retrouvons pour faire l'ancrage. Je m'excuse d'avance pour la caméra qui a pas des mouvements ultra fluides. Voilà, je fais avec ce que j'ai, donc je m'en excuse un petit peu. Je mettrai sur pause quand il y aura besoin. Cette partie ancrage, ça va surtout être de la présentation de matériel. Donc je vais vous présenter mon matériel, le matériel traditionnel, etc. Pour faire de l'ancrage. Donc voilà, je précise que y a rien qui est sponsorisé. Voilà, tout ce que je vous présente, c'est juste parce que je l'ai testé, que j'aime bien et que je vous le recommande. Donc voilà, et aussi pour vous montrer mes méthodes, etc. Donc tout simplement, pour le podang qui est à gauche, donc il n'y a pas vraiment de marque en fait, ça s'appelle juste Art Color. C'est une encre qui est vraiment pas mal. Le seul petit souci que j'ai pu rencontrer avec celle-ci, c'est qu'en fait elle est tout simplement assez épaisse, et des fois je suis obligé de faire une sorte de technique un petit peu pas très legit, mais je mets de l'eau dedans. J'en mets très très peu parce que faut faire gaffe avec ça. Si votre encre est trop liquide, ça fait quelque chose d'assez bizarre. Donc voilà, à faire attention. Mais sinon, elle est vraiment très bien. Le seul petit souci, enfin le deuxième petit souci, c'est qu'elle est assez petite, qui a que 30, je crois que c'est centilitres, non millilitres il me semble. Et le problème c'est que, voilà, ça coûte assez cher, je crois environ dans une dizaine d'euros, peut-être 8 euros, je sais plus. Vous aurez tous les liens comme d'hab, je vous ai dit. Et la deuxième qui est à droite, je ne me souviens pas exactement de la marque. Je vais pas pouvoir vous le dire exactement la marque précise, mais je retrouverai, vous inquiétez pas, la référence pour ce pot et je vous le mettrai. Je vous conseille également 2 autres marques qui sont très très bien, que j'ai pas vraiment pu tester mais qu'on m'a beaucoup recommandé, qui sont la marque Pilot ou encore Tachikawa. Donc vous aurez les liens et je vous affiche en plein écran. Comme ça vous pouvez voir un petit peu si ça peut vous intéresser au niveau esthétique du moins. Après faut voir ce qu'il y a dedans.
Juste l'avantage de la Art Color, c'est que elle est waterproof. Les autres, je sais pas du tout, donc voilà, je peux pas vous dire. Ça, ce sera à vous de voir derrière. Donc voilà. Je vous montre ensuite en fait juste des encres alternatives. Bon, c'est pas vraiment pour de l'ancrage manga tout ça, mais en fait ça va être tout simplement des encres de couleur. Donc c'est de l'encre de Chine mais de couleur. Donc voilà, vous pouvez voir à quel point je les ai pas trop utilisées, elles sont pleines de poussière. Soit il me semble des Waterman, l'autre je sais pas exactement la marque. Mais voilà, c'est quelque chose que vous trouverez facilement en papeterie ou dans un magasin d'art. Donc voilà, c'est pas très dur à trouver celle-ci. Je m'en suis servi qu'une ou deux fois et c'est quand même assez sympa à utiliser dans certains cas. Voilà, je vous le précise quand même. Et la Waterman qui est noire ici n'est pas très intéressante à mon sens. Je l'ai acheté pour tester parce que j'aimerais tester un petit peu toutes les marques pour voir laquelle est la meilleure. Donc voilà. Ensuite je vous montre simplement l'emballage en fait, comment est livré votre pack. Donc ça c'est les petites Art Color. Comme vous pouvez voir, j'en avais acheté 2 le jour où je l'ai prise. Et j'en ai recommandé une. Vous pouvez voir que c'est quand même très bien emballé. Vraiment, en général, les matériels comme ça, c'est tout mis sous du papier bulle. Et c'est vraiment très bien protégé. Donc vous n'avez aucun problème avec ça. Même si c'est cher, que le frais de port est un peu cher. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Je vous mettrai peut-être des sites pour essayer de commander si ça vous intéresse. Encore une fois, il n'y a pas de sponsorisation ni rien. Voilà. Donc là, nous allons passer à la présentation des plumes. Donc les plumes, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est là où vous allez mettre votre encre, ce qui va contenir l'encre qui va vous permettre de tracer des traits. Et vous aurez besoin d'un porte-plume pour placer vos plumes dessus. Tout simplement, je vous les présente après. Pour le moment, on parle des plumes. Donc il y a 3 catégories principales qui sont les plumes G. Je vous expliquerai après plus précisément chaque plume et à quoi elle sert et leur spécificité. Ensuite, vous avez les Maru Pen et ensuite vous avez les Saji Pen. Voilà, donc ça c'est les 3 principales. En réalité il y en a beaucoup plus de variétés, mais celles-là c'est les principales utilisées dans le manga. Voilà, après vous pouvez utiliser d'autres trucs, je vous montrerai après, mais ça c'est les principales utilisées en tout cas pour ce qui est du manga et de l'ancrage traditionnel à l'encre. Donc là on commence par les G-Pen. Donc en fond je vous mettrai des petits tests des plumes en direct. Donc celles-ci c'est des variétés dorées. Alors en réalité elles sont juste un petit peu plus résistantes que les argentées. Pour les avoir testées ça change pas énormément. Vous m'excuserez pour la caméra qui ne fait pas la mise au point car je suis obligé de la faire automatiquement moi-même. Donc manuellement, c'est un peu chiant, voilà. Et donc avec les plumes, y a pas grande différence, donc je vous conseille de quand même prendre les argentés parce que les dorés sont au moins 2 fois plus chers, sachant que c'est déjà de base très très cher. Je vous conseille de pas forcément gaspiller votre argent là-dedans. Donc voilà, moi c'était juste pour tester, encore une fois, j'aime bien tester un petit peu tout le matériel. Donc les plumes G, les plus répandues, celles qui sont plus utilisées, qui sera plus pour du coup le shonen et un peu pour tout en réalité. Mais c'est pour permettre de donner un peu plus de dynamisme aux traits. Plus vous appuierez et plus l'encre sortira. Donc ce qui fait que vous pouvez varier vos traits de fin à plus ou moins épais quoi. Voilà. Ensuite donc les Maru Pen. Donc Maru Pen en fait ça veut dire Maru ça veut dire petit rond en japonais. Donc voilà, c'est des plumes rondes qui vont se mettre au milieu de votre porte-plume. Et ces plumes sont plus particulièrement utilisées, principalement en tout cas pour les décors, ou pour les traits fins si vous aimez ça. Et ensuite vous allez avoir les Saji Pen. En japonais, Saji qui veut dire cuillère, donc c'est en forme de cuillère en fait finalement. Celles-ci sont plus utilisées en général, je dis bien, pour tout ce qui est shoujo. Mais principalement vous allez pouvoir l'utiliser pour faire des traits assez épais. En fait c'est une sorte de G-Pen mais en bien plus facile à prendre en main car la G-Pen est quand même assez difficile à utiliser. Mais celle-ci est quand même plutôt utile si vous voulez faire des traits assez simplement et droits en général. Voilà, en fond vous aurez juste des petits tests pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Je m'excuse pour la dextérité qui était vraiment pas très au rendez-vous, mais j'ai essayé de faire comme j'ai pu. En plus j'ai utilisé une feuille vraiment de base quoi, donc juste pour tester, pour vous montrer la différence qui n'est pas forcément très très flagrante en vidéo, mais il y a vraiment une
quand même une différence entre chaque plume. Donc voilà, donc les porte-plumes qui sont juste là, voilà, je vous montre. Donc là, j'en ai 2 principaux qui sont pas les meilleurs à mon sens. J'en avais un autre, si je le retrouve, je vous montrerai dans la prochaine vidéo, mais en ce moment, vu que je suis en déménagement, je le retrouve pas. Il y a quelques trucs que j'arrive pas à retrouver, mais voilà, je retrouverai tout ça. Celui-là, c'est je dirais un des meilleurs, on va dire. Il est vraiment très bien, comme vous pouvez le voir, si j'arrive à vous montrer dans la vidéo comment ça se met à l'intérieur, voilà. Donc c'est dans ces petits trous arrondis où vous mettrez vos plumes qui sont toutes finalement arrondies. Donc autre matériel à utiliser pour l'ancrage, ça va être ce qu'on appelle les brush pens ou pinceaux, je sais pas comment on peut appeler ça. Vous pouvez tout simplement utiliser un pinceau normal pour l'utiliser. En fait, ça va être tout simplement pour faire, en général, ça va être pour faire tout ce qui est remplissage à plat de noir et pour remplir en fait des zones assez épaisses rapidement, puisque avec les plumes, vous pouvez tracer que des petits traits. Là, avec vos brush pens, vous pourrez faire beaucoup plus que juste des petits traits. D'ailleurs, c'est assez dur à maîtriser si vous voulez apprendre à dessiner directement avec du brush pen, qui font des traits en quelque sorte qu'on pourrait dire variables, dans le sens où plus vous appuyez, plus. En fait, ça va être un petit peu le même principe que la G-Pen, mais ça va être beaucoup plus compliqué à utiliser, vous en doutez bien, puisque c'est un pinceau et que c'est pas évident si vous êtes vraiment novice. Donc une autre alternative au G-Pen, ça va être tout simplement les stylos à encre. Donc vous avez, comme je vais vous le montrer dans la vidéo, une petite plume qui est au bout, qui est intégrée cette fois-ci. Donc là c'est du 0,1 il me semble. Et en fait ça va être la même chose, mais il me semble qu'il n'y aura pas vraiment de variation avec celle-ci. Ça agit un petit peu plus comme un micro-pointe. Donc vraiment une bonne alternative si vous aimez pas trop. Il y a une très bonne prise en main. Le seul problème c'est que c'est peut-être un peu léger. Mais voilà, si vous apprenez à l'utiliser, je pense que c'est une très bonne alternative. Mais c'est vrai que c'est assez cher. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez recharger. Et pour arriver sur la fin, vous avez tout simplement les micro-pointes. Donc vous avez de 0,05 à... même vous avez du 0,02 ou 0,01. Même plus petit il me semble, mais je suis pas sûr. Mais voilà, vous pouvez aller jusqu'à très très fin avec ces feutres. Donc moi personnellement j'utilise vraiment que pour faire des traits très 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 fins, ou alors des traits vraiment uniformes. En fait ça va pas varier le trait, donc je les utilise de temps en temps, ça m'arrive, comme quasiment tout le monde. Donc voilà, je vous conseille quand même d'en avoir, ça peut être utile. Donc ça se trouve n'importe où, dans les hypermarchés, Carrefour, tout ce que vous voulez, Super U, etc. Tous les magasins normalement ont ce genre de trucs, de feutres. Les Staedtler sont pas trop mal. Après vous avez beaucoup de marques, vous avez les Faber-Castell, vous avez les Uni, les Copic, etc., etc., etc. Il y en a vraiment beaucoup. Et en fait vous pouvez limite utiliser que ça. Donc il y en a beaucoup qui utilisent que ça en France en tout cas, de ce que je vois. Même si la plume commence à arriver vraiment en force. Donc voilà. Mais si vous êtes vraiment pas à l'aise avec la plume, vous pouvez toujours utiliser ce genre de choses. Donc voilà la fiche des tests à la toute fin de la vidéo. Je vous montre ça assez tranquillement de plus près. J'espère qu'il y a vraiment une bonne différence. Je vous mettrai peut-être des gens qui font des tests, des vidéos, si vous voulez aller voir en description. D'autres gens qui ont pu faire des tests, parce que là c'est pas un test complet, en fait c'est vraiment un truc rapide que je vous fais, c'est introduction au matériel, donc voilà, c'est pas un truc ultra travaillé que j'aurais mis 2 heures à tourner. Là c'est vraiment juste un truc pour vous montrer les bases. Et en fait dans la prochaine vidéo on parlera en fait je vous finirai de vous parler du matériel. Donc je vous parlerai du papier, des marques, etc., des scans et des trames peut-être, on verra. On ira un petit peu plus loin en fait dans tout ce qui est matériel et utilisation de l'ancrage, des techniques pour réaliser des planches en tout cas. Donc on verra tout ça, on fera la totale. Pour le moment on a vu vraiment la base de l'ancrage. Donc voilà, et place au japonais il me semble, et à tout à l'heure. Voilà, petit moment détente. En fait là je vous montre les petits entraînements. À l'heure actuelle vous voyez les vidéos, elles commencent à dater un petit peu, je vous ai mis des trucs un petit peu plus vieux. Mais ce qu'il faut savoir c'est que actuellement vraiment j'ai vraiment des progressions
corporelle, si on peut dire ça. Donc j'en suis vraiment très content. Moi je suis assez maigre, donc ce que je fais c'est que je mange comme un porc. Mais je fais quand même de la assez haute intensité au niveau du sport. Donc ça me crève en fait. Si vous êtes relativement maigre et que vous réussissez pas à grossir, c'est qu'il faut pas trop dépenser d'énergie pour pouvoir prendre de la masse. Donc moi c'est ce que j'ai fait depuis le début. J'ai commencé à suivre un petit peu des trucs de musculation, tout ça. Bon, je vais pas devenir une pro là-dedans. Je veux juste avoir un corps propre, quoi. Et être en forme surtout. c'est probablement ça. Et en fait, je fais relativement que du poids de corps. Donc je vais pas à la salle, je fais pas de trucs qui demandent énormément d'engagement, on va dire. En fait, je fais vraiment tout par plaisir. Et c'est la répétition qui fait que sur le long terme, je m'améliore en fait. Je sais que ça peut rebuter beaucoup de gens parce que ça prend du temps. Mais je pense que faut que vous essayiez de... Enfin, peut-être qu'il y a des gens, ça ne conviendra pas. Faut juste au début se forcer un petit peu. Parce que oui, c'est compliqué. Et au moins tester, je sais pas moi, peut-être un mois, se fixer un objectif sur un mois, le faire tous les jours et voir ce qui se passe en un mois. Si vous remarquez une progression, mais vous allez avoir une satisfaction de malade. Et donc c'est cette progression qui va vous donner un coup de boost et qui va vous dire putain mais ouais ça fonctionne, et qui va vous donner un petit peu de motivation. C'est pour ça qu'il faut surtout pas casser après le cycle de quand vous êtes habitué à faire ça tous les jours, et qu'il faut que vous lâchiez pas en fait. Donc voilà, ça c'est un peu ma morale un petit peu de toutes mes vidéos, c'est de pas lâcher, de faire ça tout le temps. Ça peut être un peu chiant, mais si c'est quelque chose qui vous plaît et que vous faites tous les jours, ça va pas vous faire chier parce que vous faites tous les jours en fait. Donc vous verrez ma progression et vous me direz ce que vous en pensez. Je sais pas si ça vous intéresse, tout ce qui est musculation, tout ça. Moi en réalité j'aime beaucoup tout ce qui est parcours, la boxe, tout ça. Donc plus tard peut-être que je ferai des petites vidéos où je vous filmerai ça. Ça peut être assez cool. J'en fais pas encore vraiment, mais je me renseigne assez souvent sur les sujets. Et voilà, j'essaye d'en faire à mon niveau, on va dire. Donc voilà. Écoutez, voilà, maintenant je vous prépare la vidéo de demain. En fait, ce qui est marrant, c'est que cette vidéo, c'est un peu un compilé de plein de vidéos. Mais du coup, la vidéo de demain, ça va être un résumé sur le livre Le meilleur des mondes. J'espère que cette petite session vous aura plu. Donc ça y est, nous sommes partis pour le jour 3. Je vous fais ça en voix off parce que c'était un peu compliqué sur le moment et pas très pratique vu que mon micro était très loin. Donc là, tout simplement, je vais vous expliquer principalement le matériel qu'on va avoir besoin. Enfin, bon, c'est pas grand chose, mais juste chose de base, ça va être un livre tout simplement de japonais. Donc celui que j'ai moi, c'est japonais pour les nuls. Donc c'est vraiment le truc le plus basique, qui est pas très très cher et qui explique plutôt bien au début. Ce que je vous conseille après, c'est tout simplement, si vous voulez vraiment apprendre le japonais, c'est de suivre les cours sur internet de Julien Fontanier ou d'autres si vous trouvez autre chose, mais ils sont très bien ceux-là. Moi je les ai pas encore suivis, mais je pense qu'ils seront très intéressants pour apprendre. Le livre que j'ai là ne me suffira pas du tout, je pense. Donc voilà, là c'est juste pour les bases, apprendre les caractères de base, etc., les expressions. C'est plus pour partir en voyage. Donc comme je vous ai dit, c'est pas un placement de produit ni rien, c'est juste que le livre est très bien et que il explique bien. Après vous avez des livres, je pense, mieux, mais si vous voulez pas trop mettre d'argent là-dedans, voilà. Je vous rappelle juste que je ne suis pas prof, donc je vais pas vous apprendre le japonais. Je vais juste vous donner des méthodes, vous montrer comment je fais moi, et peut-être vous pourrez vous en inspirer ou ça pourra vous motiver. Voilà. Donc là dans cette vidéo, on verra tout simplement les hiragana et katakana, donc on dit les kana, enfin ça se dit les kana, et ensuite on fera une toute petite introduction au kanji avec les chiffres, voilà. Donc c'est assez simple. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai un carnet où en fait c'est mon carnet de notes où je mets tout et n'importe quoi dedans, et donc il y a des croquis, il y a tout, et je fais mon japonais principalement. Donc voilà, là je vais accélérer tout simplement la vidéo. Et tout simplement, juste ce que je fais, c'est que tous les jours, je vais venir refaire tous les hiragana, absolument tous, je les refais tous, hiragana et katakana.
Donc moi je les ai appris par cœur, je les connais de tête maintenant. Au tout début c'était pas comme ça, au début je faisais par ligne. Voilà, je les ai appris au fur et à mesure par ligne, voilà. Et maintenant j'arrive à les refaire en les connaissant toutes. Donc ayant une mémoire assez visuelle et pas trop auditive, tout ça. En fait, je pense que j'ai plus besoin d'écrire. Pour vous, peut-être que ce sera différent. Mais moi, je vous propose du coup ma technique qui est justement qui marche par répétition. Donc de faire ça tous les jours, tout le temps. Donc je vous montrerai, je sais pas si je vais vous montrer dans la vidéo ou pas. Ça, on en parlera dans l'update 2.5 parce qu'on va reparler du planning et des objectifs journaliers et à long terme, à court terme, etc. Que j'ai refait principalement pour la suite. Donc voilà. Mais vous verrez bien. Mais en fait, l'idée, pour vous expliquer rapidement, c'est que chaque jour, il y a juste une case à cocher. Et tout simplement, dès que je fais mon japonais, je coche cette case et au moins je sais que c'est fait. Et donc ça m'empêche de le rater. En général, je le fais tout le temps. Voilà, toutes mes cases sont toujours cochées chaque jour. Donc voilà, donc ça pareil, ça se passe dans mon carnet, je fais tout sur une sorte de carnet de brouillon, comme ça au moins je suis pas encombré, et voilà. Voilà, donc maintenant je vais vous expliquer rapidement un petit peu le livre pour vous montrer qu'il est plutôt intéressant et ce qu'il y a dedans. Donc je vous expliquerai pas la totalité, mais en gros le japonais ça se compose en un alphabet donc de 47 caractères. Donc vous avez l'hiragana et qui est dans la première partie comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Et la deuxième partie qui est en katakana. Donc en fait, les hiragana et katakana, c'est exactement la même chose. Entre autres, c'est que ce qui change, c'est les idéogrammes. Je sais pas si on peut appeler ça idéogramme, mais en fait, par exemple, le seul truc qui change, ça va être la façon de l'écrire. Mais ça veut dire exactement la même chose. En fait, on peut lire exactement la même chose avec les deux mêmes alphabets. Je m'explique. Par exemple, je vais vous montrer à l'écran. Par exemple, on peut écrire tout simplement avec les deux alphabets A, I, U, E, O, Ka, Kiku, Keko, Sa, Shisu, Seso. Et en fait, le A de hiragana et le A de katakana ne s'écrivent pas pareil, mais ils veulent dire exactement la même chose. Ce qui fait que les deux sont pareils en fait. Donc c'est quand même bien de les apprendre les deux, parce que au moins vous saurez tout lire. Donc moi par exemple, actuellement, vu que je sais lire les hiragana et katakana, je sais lire tout ce qui est hiragana et katakana. Donc ça c'est quand même assez cool. Après je sais pas forcément ce que ça veut dire en japonais, mais au moins je sais le lire. Et après je peux regarder la traduction dans la troisième. Donc ça c'est alternatif, je sais pas si on peut appeler ça un alphabet ou quoi, mais on appelle ça les romaji. Et en fait c'est l'écriture en lettres françaises, sauf écrit. Par exemple si je vous dis Oyazumi, ça s'écrit comme ça, comme je vous le montre à l'écran. Et donc, c'est ça le romaji. Donc comme je l'ai dit, toujours à noter, c'est que le japonais se compose principalement donc, en syllabaire. Donc par exemple, quand je dis samouraï, ça s'écrit sa, donc S-A, après le mu, le ra et le i. Donc voilà, ça s'écrit en syllabes. Et donc, un truc simple à comprendre, mais c'est bien de le préciser, je pense. Donc là, dans la vidéo, je vous montre une sorte d'alternative. C'est qu'il n'y a pas que seulement 47 caractères. C'est qu'en fait, vous pouvez prendre des caractères de base et tout simplement rajouter... donc dans le livre, ils appellent ça des signes diacritiques. Je sais pas si c'est comme ça le vrai nom, mais ça a l'air d'être ça. Et en fait, ça se compose soit d'un petit rond, soit de deux petits traits. Donc ça, en fait, ça c'est ce qu'il faut rajouter en dessus ou à côté à des positions assez spécifiques de vos lettres, de vos idéogrammes de base. Donc ça va former tout simplement un autre son. Et donc par exemple le K, si on rajoute les deux petits trucs, donc que ce soit toujours en hiragana ou en katakana, si vous rajoutez les deux petits signes diacritiques, et ça va vous faire ga au lieu de K. Et donc ça fait pareil pour toute la ligne. Donc par exemple le Ka, Kiku, Keko, si vous rajoutez deux petits trucs, ça fait ga, gi, gu, ge, go. Je sais pas si c'est exactement la prononciation, mais c'est à peu près ça. Et donc ça va faire ça pour... je vais vous montrer un tableau qui montre exactement celles qu'ils font. Voilà, c'est assez simple à comprendre. Juste, faut apprendre cette petite subtilité qui vous permettra justement d'avoir encore plus de possibilités pour écrire vos phrases. Enfin, vos mots, vos phrases, tout ce que vous voulez. Donc là, on va arriver sur un des derniers points de la partie japonais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc moi, ma méthode principale, c'est forcément le visuel, la répétition, etc. pour apprendre. Mais je pense qu'il y a aussi
le fait de faire des exercices peut-être qui peut être et de lire souvent. Donc par exemple, je sais pas, vous vous abonnez sur Twitter ou sur des trucs comme ça, où vous regardez des animes, ce que vous voulez en japonais, et vous essayez de lire, en fait, de reconnaître les chiffres, les chiffres, gros lapsus, je voulais dire plutôt les signes. Et en fait, ces signes-là, après, vous allez instinctivement les connaître par cœur. Parce que moi, personnellement, là, pour le moment, je pense, ça dépend quel signe, mais principalement, je les retiens par rapport à leur... vu que je les apprends vraiment dans un ordre précis, donc c'est-à-dire A, I, U, E, O, K, Kiku, machin, et ben exactement, dans ma tête, ce qui se passe, c'est que mon cerveau, il va chercher dans ce classement, visuellement, en fait, le chiffre, enfin, le signe, pardon, je me trompe à chaque fois, et donc voilà. Donc, je pense que ce qui est bien, c'est, au bout d'un moment, il y a la mémoire plus profonde, je sais pas comment on appelle ça, cette partie de la mémoire, faudrait que je fasse des recherches, par rapport au fait que l'information vienne directement, donc c'est plus la mémoire à court terme, donc je sais pas comment on peut appeler ça, mais donc voilà, c'est plus instinctif. Donc on veut atteindre ce stade-là où on a retenu la chose à un tel point que on peut la retranscrire super rapidement et efficacement. Voilà. Donc là, je vais juste vous faire les kanji. C'est vraiment un truc de base, ça va être les chiffres que j'ai appris assez rapidement. C'est vraiment assez simple. Donc c'est tout simplement, si je dis des bêtises, je me corrigerai, mais voilà, normalement ça va être bon. Donc pour le 1, ça va être ichi. Pour le 2, c'est ni. Pour le 3, c'est san. Après, donc le 4, c'est assez particulier. C'est shi et yon, donc ça se dit de deux façons. Il me semble qu'il y en a une qui est moins appropriée que l'autre. Je crois que c'est shi parce que ça veut dire mort, quelque chose comme ça. Après, vous avez go pour le 5. Après, vous avez roku pour le 6. Ensuite, pour le 7, c'est shishi et nana. Après, vous avez le 8, c'est hachi. Le 9, c'est kyu. Et le 10, c'est ju. Voilà. Donc voilà, assez simple à apprendre les 10. Après, c'est juste, je connais pas vraiment la suite, mais je connais juste le 100 et le 1000. Donc le 100, c'est pareil, ça se dit de deux façons. C'est Ayaku Momo, enfin l'un ou l'autre. Et après c'est pour le 100, pour le 1000 pardon, c'est Sen ou Chi. Donc là c'est pas tout à fait fini, je vous conseille juste un tout dernier truc peut-être, c'est d'avoir des applications ou des trucs comme ça sur votre téléphone, parce que je sais qu'on utilise beaucoup notre téléphone et que ça peut être intéressant de le prendre en compte pour apprendre. Comme ça vous passez pas votre temps sur Instagram ou ces trucs de merde. Là, vous apprenez des choses, donc c'est-à-dire du japonais, et ça peut être plus ludique. Voilà. Voilà à présent pour vous présenter Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Il est actuellement entre les mains et sous les yeux pour vous en parler, mais vous aurez un fond, j'essaierai de vous imager ça avec des images prises d'internet et du montage. Donc premièrement, un des trucs que j'aime beaucoup faire à chaque fois, c'est comprendre un petit peu la personnalité de l'auteur. Donc c'est pour ça que j'ai fait quelques petites recherches pour vous. C'est vraiment assez rapide, mais ça nous fait juste nous donner une image de son contexte et de comment il aurait pu écrire ce qu'il a fait. Donc tout simplement, c'est un écrivain, romancier et philosophe. En tout cas, il était considéré comme ça. Il a vécu entre 1894 et 1963. Donc du coup, il a vécu un petit peu toutes les guerres. Voilà. Donc c'était un Britannique et il est connu justement du coup pour avoir fait des romans d'anticipation. Enfin du coup, Le meilleur des mondes est un roman de fiction dystopique. Donc je vais vous en parler juste après. Donc également, il est connu pour avoir fait un récit sur ses prises de drogue hallucinogènes. Donc le nom de ces drogues sont la mescaline. Et je trouve ça plutôt drôle. Peut-être que j'irai voir ça, que je vous renseignerai et qu'on en parlera. Voilà, je pense que ça a toujours été un truc assez cool. Même si ça peut peut-être avoir des conséquences sur la santé. Mais si c'est bien encadré, je pense que ça va. Voilà, bref. On a parlé tout à l'heure de dystopie. On va donc tout de suite donner une petite définition que bien évidemment j'ai prise sur Wikipédia pour simplifier tout ça et que ce soit très clair. Donc une dystopie qui pourrait simplement être un récit de fiction qui décrit un monde utopique et sombre. Donc un petit exemple, par exemple, une dystopie est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'il est impossible de lui échapper et dont les dirigeants peuvent exercer un pouvoir généralement sans contrainte sur des citoyens qui ne peuvent pas atteindre leur bonheur. Donc définition assez générale.
qui par exemple est beaucoup représenté dans les œuvres de George Orwell, œuvre qu'on parlera très bientôt puisque j'ai le livre et que je risque de le lire très bientôt, et ça vous donne une petite idée dans quel monde vont évoluer les personnages au fur et à mesure du récit. En général, un récit qui n'est pas forcément très optimiste, qui tend plutôt justement vers le pessimisme et la négativité. Donc en premier lieu, nous allons voir de quoi ça parle. En deuxième lieu, nous allons voir un petit peu les messages. Et troisième lieu, peut-être les interprétations que personnellement j'ai pu me faire, histoire de ne pas rester sur juste un résumé rapide. Je vais pas vous présenter l'entièreté de l'œuvre parce que ça risque d'être trop long. Dites-moi vraiment si vous voulez quelque chose de plus complet sur n'importe quel point. Dites-moi dans les commentaires. Après les autres peut-être peuvent mettre des j'aime, etc. Pour si ça vous intéresse vraiment d'avoir certains sujets que je pourrais développer. Et dans ce cas-là, je pourrais faire des vidéos donc du coup hors série qui seront des sortes de modules qui pourront venir se rattacher indépendamment de toutes les vidéos. Mais voilà, je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. C'est juste, si un concept vous intéresse, je pourrais tout simplement le développer et en parler plus précisément si ça vous intéresse vraiment. Donc premièrement, le meilleur des mondes, de quoi ça parle ? On nous présente une société dans laquelle chaque individu est conditionné de façon à ce qu'il soit parfaitement adapté à la société. Donc chaque individu et personne présente dans ce monde se verra alors conditionné pour pouvoir rentrer dans le moule de la société, donc afin de pouvoir aimer la place qui lui est attribuée tout simplement. Par exemple, donc je vais vous illustrer ça très simplement. Nous avons donc des classes en fait, donc ça parle un petit peu de la lutte des classes dans l'histoire. En premier lieu, nous avons par exemple les alphas, les bêtas, delta, oméga, etc. Pour définir une sorte de hiérarchie. Donc les alphas par exemple seraient plutôt la représentation dans notre société à nous, quelque chose comme tout ce qui est les politiciens, les gens assez haut placés on va dire, qui sont plutôt libres en général. Et l'oméga serait plutôt la représentation des individus présents dans les classes plutôt basses, moyennes, qui font des travails physiques et assez difficiles en général, donc des conditions plutôt compliquées. Et donc dans ce récit, en fait, chaque enfant à sa naissance, qui est créé artificiellement, donc naissent par un procédé que je ne pourrais pas vraiment expliquer dans la vidéo car c'est assez compliqué et qu'on va aller à l'essentiel. Donc voilà. Et en fait, les individus sont juste conditionnés, donc c'est-à-dire qu'on leur répète des voix leur sont répétées, etc. On leur fait faire des répétitions de choses qui vont faire qu'ils vont aimer, par exemple, travailler difficilement, faire certaines choses. Par exemple, on nous présente des enfants, par exemple, qui deviendront aviateurs, sont exposés au fait d'avoir la tête à l'envers très longtemps, jusqu'à ce qu'ils soient conditionnés à aimer ça. Ce qui veut dire qu'ils ne se sentiront pas bien tant qu'ils n'auront pas la tête à l'envers, etc. Donc c'est juste un exemple parmi tant d'autres qui fait que on conditionne donc les enfants comme ça à devenir ce qu'ils sont censés devenir dans la société. Donc ils n'ont aucun choix de leur liberté entre guillemets, mais sont quand même heureux dans leur vie. Donc tout cela témoigne d'un eugénisme, d'une volonté de créer l'être parfait. Et d'ailleurs pour parfaire cette perfection, lorsqu'ils sont stressés, il leur suffit de prendre une sorte de pilule qui leur est attribuée à peu près à volonté, qu'on appelle le soma dans l'œuvre, qui tout simplement est une sorte d'antidépresseur. En fait, c'est une sorte de médicament qui va mettre les individus dans un état second, leur faire oublier tous leurs problèmes, leur stress, toute la vie qu'ils leur font face. Donc on se rend compte que les individus dans l'histoire n'affrontent pas vraiment la vraie vie et préfèrent se cacher derrière la consommation et tout simplement leur mode de vie simple, répétitif et banal. Donc voilà pour les deux gros messages, on va dire, de ce livre. Donc je pense qu'ils sont quand même plutôt importants par rapport à ce qu'on vit actuellement, car même si c'est une sorte de caricature qu'on nous fait là, on est quand même dans quelque chose qui peut ressembler à ce qu'on vit, dans une représentation un petit peu plus figurée, on va dire. Et voilà, je pense que ça peut nous poser des questions, et c'est de quoi je vais vous parler dans la partie 3. Je vais pas pouvoir vous parler de l'histoire, justement, c'est ça que j'allais vous dire. C'est que l'histoire traite des personnages en eux-mêmes, et que dans cette vidéo, je vais pas pouvoir vous raconter l'histoire des personnages, car c'est quand même plutôt long. Donc je vous conseille vraiment de vous pencher sur ce livre, qui est vraiment très très bien. Sinon, allez voir des résumés si vous voulez vraiment vous spoiler, etc. Il me semble qu'il y en a sur YouTube.
peut-être même des trucs audio qui feront que vous pourrez l'écouter. Donc voilà. Mais ici, je vous parle juste en gros de la société que nous dépeint l'histoire. Donc troisièmement, je vais surtout vous parler de ce que j'ai retenu de l'œuvre. Et vraiment le point pour moi qui m'a le plus marqué, on va dire, que j'ai retenu et qui m'inspirera pour ce que je ferai dans le futur, c'est l'espèce de dilemme qu'on peut avoir entre la sécurité et la liberté. Donc par exemple la liberté que beaucoup se sont battus pour avoir et encore aujourd'hui se battent pour l'avoir, et d'autres se battent pour ne pas la perdre justement. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué, la liberté et la sécurité. C'est quelque chose qui, pour moi, doit être en complémentarité, et tout simplement qu'il doit y avoir une sorte d'équilibre entre les deux, sans que l'un empiète trop sur l'autre. Mais pour moi, à mon sens, la liberté est quand même plus importante, donc ça c'est vraiment mon avis subjectif. Je vais vous parler rapidement des champs lexicaux qu'on pourrait donner à ces deux mots, et les points positifs, négatifs. Enfin, après, tout peut être négatif ou positif selon votre point de vue, mais on va juste voir objectivement ce que ça donne. Donc par exemple, pour la sécurité, ce qu'on pourrait lier à la sécurité, ce serait principalement la censure. Donc comme on pourrait le voir par exemple en Corée du Nord, où vous n'avez pas le droit de critiquer, vous n'avez pas le droit de remettre en question, vous n'avez pas le droit de faire un petit peu ce que vous voulez. Mais d'un autre côté, vous êtes en sécurité, vous n'allez pas vous faire agresser dans la rue. Voilà. Ensuite, vous avez la paix tout simplement, l'ordre, une police très présente. Au moindre problème, vous pouvez être sanctionné rapidement. Je dirais la publicité, peut-être propagande, qui vous rappelle tout le temps, qui vous martèle certaines idées qui sont ancrées depuis votre enfance ou pas, mais qui martèlent vos pensées, qui vous empêchent de penser par vous-même comme vous auriez pu le faire si vous n'aviez pas vécu dans une autre société par exemple comme celle-ci. Donc voilà les points que je mettrais du côté de la sécurité. Et la liberté, donc la liberté ça va être autre chose, ça va être plus donc du coup liberté d'expression, donc expression on va dire, la violence, donc qui est acceptée en quelque sorte, qui est sanctionnée mais acceptée puisque vous avez le droit de... Voilà. La douleur, donc, puisque vous allez souffrir, donc peut-être la souffrance, le voyage, le choix, donc vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez choisir de vous-même, et vous avez donc une sorte de forme de libre arbitre qui est ici assez compliqué à expliquer, car c'est une question qui se pose encore. Est-ce que nous avons un libre arbitre ou pas ? Est-ce qu'elle dépend de quelque chose ? Est-ce qu'elle dépend de notre conditionnement, de tout ce qu'on vit chaque jour, etc. Donc voilà, c'est assez compliqué, mais je pense qu'il faut un juste milieu entre les deux, à mon sens, qui est difficile à atteindre, en tout cas dans notre société. Donc voilà, j'espère que cette petite analyse vous aura plu. J'ai essayé de faire un petit peu comme j'ai pu, j'essaie de soulever des points qui sont intéressants dans le livre. Enfin, en tout cas, celui-ci, je pense que c'était un des plus intéressants à mon sens. Voilà, donc si vous voulez qu'on développe ce genre de choses, c'est possible. Vous me dites par rapport au hors-série qu'on pourrait faire en vidéo à part, qui serait plus courte et plus concise. Donc voilà. Donc je précise que dans cette vidéo, du coup, on va pas présenter d'artiste, puisque ça va être un peu short. La vidéo va être très très longue. Donc voilà, j'essaie de vous mettre un petit peu de tout à chaque fois et de faire en sorte que ce soit pas trop brouillon. Mais voilà, promis, dans la prochaine vidéo, on parlera d'un artiste, on découvrira un nouvel artiste, celui dont je voulais vous parler il y a longtemps. Donc voilà. Nous arrivons donc dans la fin de cette vidéo, à peu près, il reste vraiment pas beaucoup de temps. Juste, vous aurez quelques explications sur ce qui se passe sur la dernière partie. Ce que vous voyez en fond actuellement, c'est ce que j'ai filmé difficilement, car ma caméra a vraiment galéré. Faut vraiment que je règle ce problème parce que c'est très très compliqué. Je peux pas vraiment filmer. Je peux pas dessiner tranquillement quand je filme parce que je dois m'arrêter toutes les 20 minutes pour soit recharger la batterie, soit vider la carte mémoire. Donc c'est vraiment c'est très très compliqué. Donc vous avez juste quelques parties, je m'en excuse un peu.
Je savais pas comment faire d'autre. Je voulais vraiment aller vite et réussir à le finir et pas passer mon temps à recharger ma caméra. Donc voilà, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps que ce que ça m'a pris de base. Je suis content de vous présenter ça, que j'ai pu le finir, etc. C'était un projet sympa. Voilà. Alors je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce one-shot qui pour le moment est en 3 pages. En fait, mon idée, c'est que j'en avais pas. En fait, j'ai jamais été très doué pour les histoires. On me l'a beaucoup reproché. J'ai pas grand chose à raconter parce que j'ai pas vécu, je pense, énormément de choses. Certaines personnes qui n'ont rien vécu arrivent à raconter beaucoup de choses, mais c'est pas mon cas non plus. Je dessine un petit peu ce qui me passe par la tête. Donc c'est-à-dire que là, j'ai dessiné un samouraï en fait. Donc vous allez me dire c'est pas du tout original. C'est un petit peu vrai. J'essaye plus en fait dans mes histoires, on va dire, de travailler plutôt dans le fond, qui montre en fait la représentation du personnage que j'ai fait. Par exemple là, donc c'est un samouraï, et j'essaie de représenter les choses. J'ai pas envie de dire par leur forme. En fait, pour moi, la forme c'est un petit peu l'émergence du fond de la chose. C'est-à-dire que si un personnage dans la forme est un samouraï, c'est que dans le fond, il y a quelque chose qui est représenté. Je sais pas si j'arrive à être clair là-dessus, mais un samouraï représente quelque chose de par ses valeurs et ce qu'il symbolise. Enfin, c'est ce qui va engendrer en fait comment il va agir et sa personnalité, etc. Après, tout le monde a une personnalité différente. C'est pour ça que le fait que c'est un samouraï ne l'enferme pas dans une case précise. D'ailleurs, c'est un samouraï qui est pas forcément traditionnel, on va dire. Je pourrais même dire plutôt que c'est un ronin. Et donc, ce personnage part dans une sorte de quête. Si on peut dire ça, une quête intrapsychique. Je sais pas si on peut dire ça. Et en fait, cette quête intérieure va se matérialiser par différentes épreuves, mais qui sont physiques, donc dans la réalité. Donc voilà. Donc en fait, l'univers, c'est une tour. Un petit peu, j'ai pas vraiment pensé à ça quand je l'ai créé à la base, mais si vous connaissez Hunter x Hunter, parce qu'il y a la tour d'entraînement des combats, vous l'avez vu, vous devrez connaître, et la tour pour l'examen Hunter. Donc il y en a 2. Je sais pas à laquelle je fais référence actuellement, là je sais pas, je vous dis ça juste en termes de comparaison, vous puissiez un petit peu comprendre. Ou peut-être je l'ai pas lu, mais Made in Abyss, mais en inversé, dans le sens où en fait plus ça monte et plus c'est compliqué. Donc l'idée principale c'est ça par rapport à l'univers. On sait pas trop où on est, donc je m'inspire un petit peu peut-être de Dark Souls par rapport à ça, dans le sens où tout est mystérieux. En fait, j'aime pas dévoiler mon histoire directement au public. Je trouve que c'est mieux qu'il le découvre par lui-même et que ce soit pas simple. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, j'aime pas quand quelqu'un comprend tout directement et qu'il n'ait pas d'effort à faire, en fait, d'effort intellectuel à faire pour comprendre les choses. Enfin, j'aimerais à terme construire plusieurs niveaux de lecture sur la même histoire, où on pourrait presque la relire plusieurs fois pour comprendre le fond d'un message, etc. Donc ça, en fait, je vous parle de la structure de tout ce que je crée en général. C'est pas toujours comme ça, mais en général c'est comme ça. Pour cette histoire-ci, c'est pas dit que ça va être comme ça, mais c'est un petit peu l'idée que je retranscris. Voilà, je vous explique juste le fond de ma pensée. Ensuite, le personnage, comme il est vu dans cette histoire, va justement progresser et affronter ses peurs, entre autres ses peurs, on va dire. Donc, c'est-à-dire des monstres, différentes créatures, etc. Il y aura peut-être des épreuves qui seront plus d'ordre psychologique que juste que ce soit juste qu'à la place que ce soit juste des combats. Ce sera plus des énigmes ou des choses comme ça. Pareil, je suis pas très doué pour faire ça, mais j'essaie de me renseigner là-dessus, donc je vais créer sûrement des choses comme ça. Et en fait, je me dis, à la fin de ce truc, je me suis dit, il n'y a rien qui en ressort en fait. Parce que les one-shots, les trucs comme ça, le problème c'est qu'on peut pas faire passer le message. Je suis convaincu qu'avec quelques petits trucs, on peut faire passer un message, mais c'est vrai qu'avec 3 pages, c'est vraiment très compliqué parce qu'on n'a pas le temps d'accrocher le lecteur, de le faire s'attacher au personnage, etc. De faire quoi que ce soit de vraiment intéressant et profond. Mais l'idée, en fait, là, ce serait de faire un truc qui serait progressif. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et même artistique. Je m'explique par rapport à artistique.
Je parle en fait de faire quelque chose qui soit vraiment personnel et un peu à ma sauce, sans prendre en compte les codes qui peuvent être déjà instaurés dans tout ce qui est manga, BD, tout ça, mais surtout en faisant dégager de l'émotion dans le beau en fait. Quand je crée mon personnage et que je le mets dans un univers, j'essaie d'agencer tout ce qui peut se connecter entre eux, puisque comme vous pouvez le voir, il y a une sorte d'univers un petit peu... J'ai pas envie de dire cyberpunk parce que c'est pas exactement ça. Faudrait que je me renseigne. Je sais pas vraiment comment appeler ça. Quelque chose qui ressemble un petit peu à du Akira, un petit peu Neo Tokyo, et tout comme ça, avec des fils partout. Un univers un peu futuriste mais dystopique en quelque sorte. Je sais pas trop comment appeler ça. Donc voilà. Mais technologiquement avancé, on va dire. Donc la tour en elle-même est composée de connectiques, de produits technologiques si on peut appeler ça, qui forment une sorte de masse qu'on ne peut pas trop comprendre au final. Donc c'est là-dessus que se base toute la tour. Là, ça crée une sorte de mystère autour de tout ça parce qu'on ne sait pas trop comment ça s'est arrivé là, comment ça s'est créé. Et donc c'est quelque chose qui va en amont être expliqué. Mais en fait là, je me suis dit que ça servait à rien de faire un truc en 3 pages qui se finisse comme ça. En fait j'ai envie de le développer. Pour le moment c'est comme ça, mais je pense que à terme je continuerai cette histoire qui évoluera avec mon style de dessin en même temps, parce que mon style de dessin va sûrement évoluer et changer. J'aimerais que ce soit plus propre, même si j'imagine que c'est quand même déjà assez propre. Enfin je suis assez content, même si c'est pas trop ça encore, mais voilà, je suis assez content quand même. Parce que les outils que j'ai utilisés ils étaient complètement fumés, donc j'ai un petit peu galéré à ancrer, donc c'est un peu une excuse j'avoue, mais c'est de ma faute, hein. Je vais pas mettre tout sur le matériel, mais pour ce que j'ai eu comme matériel je suis content d'avoir fait ça. Mais ça évoluera. J'ai envie en fait justement que s'il y a des gens qui ont un avis à donner là-dessus, même s'il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de matière, à me donner un avis sur ce qui se passe. Je sais qu'il n'y a pas d'histoire, qu'il n'y a pas de message, mais moi j'adore transmettre des messages, et j'adore transmettre des choses à travers des histoires, et je peux vous assurer que y aura une histoire, justement, comme je vous ai raconté, c'est un petit peu une quête intérieure, qui se matérialise. Je vous en fais pas part maintenant, mais j'ai un petit peu des trucs en tête, qui sont pas encore mûrs, mais que je pourrais exprimer dès que j'aurai continué l'histoire en fait, tout simplement. Voilà, il y aura forcément du combat, mais c'est pas vraiment ce que j'aime représenter principalement. Je trouve que le combat ça peut paraître assez stérile quand c'est un combat juste pour du combat. Donc voilà, juste vous avez un avis à me donner en fait là-dessus, bah n'hésitez pas. En fait, je me dis que peut-être ça pourrait être drôle de créer une sorte d'histoire qui peut être basée... Alors de base j'aime pas faire ça parce que je suis plutôt contre l'avis extérieur des gens en général. J'aime bien qu'on me donne des avis, mais j'aime pas qu'on me dicte en fait ce que je dois faire. Mais pour une fois, je me dis que ça peut être intéressant que vous me donniez des éléments, si ça vous inspire en tout cas, et que peut-être vous me dites ce qui vous intéresserait justement, ce que vous jugerez d'intéressant à apporter. Et donc en fonction de ça, peut-être que je referai 3 pages, et en fait au fur et à mesure, 3 pages par 3 pages, qu'on fasse évoluer une sorte d'histoire qui soit une sorte de mix entre le spectateur et celui qui est le dessinateur, donc moi. Je sais pas. Je pense que ça peut être un concept, une sorte de concept un petit peu. Donc c'est vraiment un petit projet comme ça sur le côté que je me dis c'est vraiment pour le fun en fait, il n'y a pas vraiment de... C'est pas un truc ultra sérieux. Je vous laisse profiter des petites planches que j'ai fait. Pour ceux que ça intéresse, voilà, vous pouvez aller voir sur Instagram, je vous mets à la fin. Et puis moi je vous dis dessinez bien, surtout ne lâchez rien, et puis à la prochaine, à très vite surtout.